Alors cette semaine, j'aurais dû être à Bourges pour le colloque annuel de l'association des maisons d'écrivains. On en a beaucoup en France, de maisons d'écrivains, c'est normal. Mais surtout, elles sont très diverses, très différentes, chacune avec sa logique. La question qu'il se posait pour ces 2 jours, c'était comment mieux utiliser le numérique. Et Vincent Guido, le responsable de Saint-Côme, la maison de Ronsard, à Tours, avait proposé que j'en sois l'invité d'honneur. Ouh, c'est des choses qui fichent un peu la trouille. Mais en même temps, les maisons d'écrivains, pour soi-même, on a tellement de liens, d'échanges. Tu dis oui. Alors j'aurais dû faire une sorte de speech tout à la fin. Comme j'avais la trouille, j'ai pris des notes. Et puis, crise sanitaire, confinement, annulé. Alors les voilà, les notes. C'est 25 fragments. J'avais pris cette forme fragmentaire en me disant que, justement, dans la tension, dans la rencontre, chacun pouvait être remodelé, repris, réimprovisé. Mais en tout cas, c'était ma trame. Il y en a qui sont très brefs, 2 lignes. Il y en a 1 ou 2 qui sont carrément un peu plus longs. Mais pour moi, c'était important. Tout simplement, Vincent et tous ses amis, les remercier de la confiance. Ça devait s'appeler « La maison dans le nuage ». 1. Depuis quand y a-t-il des maisons d'écrivains ? Le mot « écrivain » commence à être employé au XVIIe siècle. Il n'y a donc pas de maison d'écrivains avant le XVIIe siècle. 2. Ma plus dense émotion liée à un lieu associé à un écrivain. À cette époque, à Rome, on pouvait enjamber un grillage et grimper sur le Testaccio. En haut de cette vieille colline faite de débris d'amphores, un figuier nain. C'était 1984, l'année où j'étais à la Villa Médicis. Cervantes, quand il vient à Rome pour la première fois, parle de ce figuier sur la colline prestigieuse et qui n'arrive pas à pousser puisque le sol est fait d'amphores. Un peu plus tôt, Rabelais était venu là, en haut du Testaccio, où il y a le figuier nain. Lui, c'était pour vérifier des épreuves d'imprimerie d'un plan de Romain qu'il voulait imprimer à Lyon. Et toi, là, tu as tes pieds devant le figuier nain, regardant les collines de Rome, là où Rabelais, comme Cervantes, ont eu leurs pieds. 3. L'anti-maison d'écrivain. Dans la cour du 32 rue du Faubourg Montmartre, à Paris, le Bouillon Chartier est devenu un resto à la mode. La cour est toujours aussi encaissée, triste. Mais quelqu'un a dévissé, pour la voler, la plaque que moi j'y ai toujours connue. Elle n'y est plus. La plaque, ici, a vécu Isidore Ducasse, comte de Lautréamont. On voit encore le contour de la plaque volée, les trous des vis arrachés. 4. Baudelaire a occupé à Paris 32 chambres d'hôtel. Que serait, ou bien, où serait la maison Baudelaire ? Une reconstruction de chambres typiques qu'on déplacerait d'ici ou là, d'année en année, ou bien qu'on inclurait quelque part dans le sein du musée d'Orsay. On n'a pas de photographie des chambres de Baudelaire. On sait juste qu'il refusait d'y avoir une table, parce qu'écrire pour lui c'était debout. Il ne voulait pas être tenté. Une fois, je suis à Pimodan, dans l'île Saint-Louis, sous les combles. Une luxueuse fondation américaine a réaménagé les logements, ici loués par Gautier, Baudelaire et les autres. Je suis devant la fenêtre où Baudelaire voyait Paris. J'éprouve quoi ? Pas grand-chose en fait. C'est trop neuf, trop aseptisé, trop refait. Mais je passe régulièrement le saluer, plusieurs fois par an, depuis 40 ans, au cimetière Montparnasse. 5. Ce qui me relie aux maisons d'écrivains. À Saché, attendre d'être seul dans la chambre qu'occupait Balzac. Je crois que désormais, il y a une caméra, mais longtemps il n'y en avait pas. S'asseoir à sa table et m'y photographier, je l'ai fait plusieurs fois. Mais surtout, je touche le bouton de la fenêtre. Ça, on a le droit de prendre le bouton de la fenêtre. Ce geste sur cet objet, cette poignée de fenêtre, il l'a fait forcément, lui. 6. À Saint-Brieuc, dans la pièce de travail de Louis Guilloux. Même la pipe est restée au même endroit.
et ses plumes, ses ustensiles, et les livres qu'il lisait au moment de sa mort. On dirait que le lit vient à peine d'être refait. De l'émotion, bien sûr. Mais il y a 2 ans, en Auvergne, j'ai le visage plaqué contre la vitre d'une bicoque où les autres années, on apercevait un vieil homme. Une casserole est restée sur sa gazinière déglinguée, des verres, des boîtes non identifiées sur la toile cirée, et là pour de vrai, au fond de la pièce unique. Le lit n'est pas fait. 1 an plus tard, tout est resté pareil. En quoi cette émotion ? Le vieil homme du hameau d'Auvergne et la table de Louis Guillou avec sa pipe présente dans l'émotion, dans l'attachement, une différence. Il ne devrait pas y en avoir. 7. Ce qui m'a le plus heurté concernant les maisons d'écrivains. À la vente Grac. Tout n'a pas été liquidé. L'université d'Angers, par exemple, a acheté les appareils photo et les photos. La BNF a récupéré les cahiers. À 25 € de mise à prix, ce petit carton avec une ficelle qu'il accrochait à sa poignée de porte quand il partait le matin chercher son pain et son journal. Mais qui a acheté ça ? Grac n'a pas voulu de tombe, cendres dispersées. Quand je reviens à Saint-Florent-le-Vieil, je m'arrête sur le pont, je vais jusqu'à la sablière de l'île Batailleuse. Je remonte la rue du Grenier à sel. La maison d'écrivain est dans ma tête. Dans la pièce où il recevait, sa télévision, des DVD d'opéra, les 2 télécommandes, partis où ? Les revues littéraires qui lui gardaient lien à l'extérieur, le poêle à fioul devant la cheminée, la photo de ses propres parents et un calendrier des postes. Et ce vieux fauteuil comme chez ma grand-mère, quand je m'y étais assis, moi, 2 fois plus lourd que mon hôte, j'ai senti que ça craquait et j'avais l'impression d'avoir les fesses par terre. Dans le couloir sombre, pour repartir, une peinture assez nulle, et comme je la regardais, lui, je n'ai jamais eu de goût à la peinture. Est-ce que ce n'était pas aussi bien, alors, de tout repeindre ça à neuf et d'oublier ? 8. Pèlerinage Rimbaud. Ça tombe à Charleville. Ciel gris sur fond d'immeubles jaunes. Là où était leur ferme, à Roche, bombardée en 1918. Carrefour de 2 routes de campagne. Reste de la ferme un moignon de murs gris. Jean-Christophe Bailly, dans Le Dépaysement, a écrit un texte magnifique sur ce moignon de murs. Le texte devient la maison. Qui, par exemple, visiterait le Combourg de Châteaubriand sans avoir en tête la visite de Gustave Flaubert et de Maxime Ducamp alors que le château est à l'abandon ? L'abandon les rapproche plus de Chateaubriand que la visite ripollinée d'aujourd'hui. La reconstitution selon Images d'Épinal. 9. Le slogan des maisons d'écrivains en région centre. Nous ne sommes pas que des maisons d'écrivains. La preuve, ils font des choses magnifiques. Mais moi, ma chambre, c'est rien que ça. Une maison d'écrivains. 10. Providence. Angel Street. La maison du grand-père de Lovecraft, dont la vente, lui enfant, a été si douloureuse. Une sorte d'immeuble a été rebâti sur l'emplacement, là où, avec sa mère, ils ont eu un appartement, l'arrière-cuisine d'un restaurant mexicain. La maison Barnes Street, où il a loué une chambre et sa tante Lillian une autre, elle propose toujours des colloques aux étudiants, mais rien à voir. Au 33 College Street, un parking. La maison sur la rue a été transplantée à l'américaine, à 300 mètres de là, tirée par un gros camion, mais pas le bâtiment fond de cour, où lui louait un étage avec sa tante Annie, jusqu'à sa mort. Benefit Street, un peu plus loin, la maison funéraire où en mars 1937, à 46 ans, on l'a rapporté pour 2 jours après son décès. Ça n'a pas changé, mais ça ne se visite pas. De ses lettres et ses carnets, lui qui toute sa vie était un marcheur urbain, diurne ou nocturne, je connais ses trajets, vers la rivière, vers le centre-ville, à travers le campus. Je les accomplis. La ville est sa vraie maison d'écrivain. La bibliothèque de quartier, l'Athénaeum, est classée. Dans les rayons sciences et techniques, dans les rayons voyages, de nombreux livres d'avant 1928. Ce livre sur l'Antarctique, avant l'expédition Boyd. Les livres sur les sous-marins du temps de la Première Guerre mondiale. Ce sont les livres qu'il a touchés et qu'il a lus ici même, à cette table. C'est comme s'ils étaient simplement cachés parmi les autres, à portée de ta main à toi.
là où à Illier-Combray on ne te laisserait pas manipuler le Saint-Simon de Marcel Proust. Au sous-sol, la table où on peut lire les journaux. Dans ce fauteuil, Edgar Poe s'est assis. 90 ans après, Lovecraft s'asseyait exprès dans ce même fauteuil. 90 ans après, te voilà assis dans ce même fauteuil où 90 ans avant s'asseyait Lovecraft et 90 ans encore avant s'asseyait Edgar Poe devant la même fenêtre. Ce serait peut-être là ma définition d'une maison d'écrivain. À la mort de H.P. Lovecraft, Bob Barlow, 19 ans, mais probablement le plus intime de Lovecraft depuis déjà 5 ans, et son exécuteur testamentaire, reçoit à Austin, Texas, un télégramme de la tante Annie. Il prend aussitôt un bus, puis des bus, mais arrive trop tard pour l'enterrement. Il fait 2 photos de l'intérieur de la pièce à vivre de Lovecraft, avec son fauteuil, le canapé où il dort, le guéridon avec la Remington, le buste de Milton et les étagères à livres. Il semble que les originaux de ces photos soient perdus, mais on a toujours la publication qu'en a fait August Derleth en 1947. Au fait d'avoir connu Julien Gracq, qui a connu Derleth, qui connaissait Lovecraft, lequel avait connu une fois dans un train un aveugle les yeux gazés en 1917 qui avait connu Jules Verne. Est-il naturel que ces choses se relient dans ma tête ? J'ai connu Gracq, qui a connu Derleth, qui a connu Lovecraft, qui a connu cet aveugle, qui avait connu Jules Verne. Se relie dans ma tête à cette question de la maison d'écrivain, quand je dois prendre des notes. En quoi ces 2 mystérieuses photos de Barlow, la chambre de travail de H.P. Lovecraft, le surlendemain de son enterrement, par l'empreinte du mort et son absence, l'impossibilité de connaître le détail, sont une trace mémorielle qui compense ou annule d'avance toute idée de maison d'écrivain. 2 ans plus tard, la tante Annie fait faire par une voisine un inventaire des livres de Lovecraft, et puis ils sont dispersés, fendus. 11. Château en ruine de Saint-Simon dans l'Eure. Une résidence d'été. Ses mémoires, tractations, rencontres de couloirs, affaires de cabinet, l'ombre des textes dans les passages secrets de Versailles, ou Marly démoli, ou le Palais Royal. On y tient, dans ce château en ruine, non habité, non habitable, un salon du livre avec garden party annuel, sympathique et prix d'histoire locale. Mais fichez donc la paix au vieux rugissant. Sa maison, c'est quand on ouvre un de ses livres, et qu'aussitôt on s'y repère. La manie des ruines, dans notre pays, est un art de riche. 12. Si Cadet Roussel avait 3 maisons, c'est aussi le cas de Jack London. Et une qui n'a ni toit ni porte, comme Cadet Roussel aussi. Il choisit ce terrain, à Sonoma, une bonne heure au nord de San Francisco, à cause de l'histoire de 2 enfants migrants irlandais qui y sont enterrés et dont lui a fait un roman. Dans la forêt, avec les écriteaux incitant à se méfier des serpents à sonnette, sa tombe est à côté de celle des 2 enfants. Mettre sa tombe dans son propre roman. La première maison est celle qui fait office de musée et contient une bonne partie des objets personnels, livres, appareils photo, ustensiles de marine. Mais c'est sa veuve qui l'a fait construire, une maison au demeurant toute petite, sur l'argent de la ferme revendue, là où il faisait ses expériences agricoles. La ferme, à 2 pas, c'est la 2e maison d'écrivain. Le lit où il est mort, son bureau avec une machine à écrire modèle Silentless, sa map-monde, des jumelles. La célébrité de Jack London était telle qu'on a tout laissé en état, et même les bouts de ficelle. Mais les objets de l'autre maison sont plus intimes. Puis, à 20 minutes de marche dans la forêt, ce rêve de maison qu'ils se sont fait construire. Dans les séquoias, des murs de grès, une bibliothèque donnant sur une cour intérieure, 2 pièces de travail, une pour lui, une pour elle, puis les commodités. Quand la maison est prête à ce qu'on y emménage, elle brûle. Incendie dont tout porte à croire qu'il a été volontaire. London, l'obstiné, va reconstruire, mais meurt en quelques jours d'une infection des reins pendant les travaux.
la maison reste à jamais sous les séquoias, une ruine anciennement neuve, une Pompéi qui n'a jamais eu ni toit ni porte. C'est pourtant elle qu'on garde en tête comme le vrai mémorial de Jack London. Dans la première maison, celle de la veuve avec le piano, ce minuscule bateau avec lequel, juste après le tremblement de terre de San Francisco, ils ont rallié l'Australie. Un bateau, maison d'écriture. Mais la maladie qui l'emportera à même pas 40 ans, il l'a contacté justement pendant ce voyage. Et ces 3 derniers étés, 2 fois, les feux d'été sont venus lécher les 3 maisons et toutes les forêts autour. Je ne suis même pas sûr qu'on ait encore accès à sa tombe. 13. Flaubert. Autrefois, et peut-être aujourd'hui encore, dans la banlieue industrielle de Rouen, on visite, un peu perdu, la redoute en bout de jardin qui, à Croisset, servait de gueuloir à Flaubert, lequel écrivait une fois sa mère et sa nièce couchées, disons 3 semaines d'affilée, une fois tous les 2 mois, le reste du temps consacré aux lectures, aux amours, aux amis, à la documentation. De 10h du soir à 1h du matin, il écrit, laissant ensuite redescendre la pression en écrivant des lettres, si précieux que chaque jour on ait ainsi la trace du travail fait, jusque vers, disons, 2h30 du mat, et on recommence. La dernière fois, il n'y a pas si longtemps, par autorisation spéciale, je découvre, merci Yvan Leclerc, que l'hôpital de Rouen, dont le père de Flaubert était le patron, a conservé en l'état l'appartement de fonction et donc la chambre même où est né Flaubert. Évidemment, pour Pierre Michon, Jean-Philippe Toussaint et moi, qui étions de la visite, émotion. Émotion liée à ce que ces lieux ne soient pas proposés à la visite publique et ouverts juste par privilège le temps d'un colloque. Il n'y a rien ici de spécial, hors les curiosités médicales habituelles à ce genre d'endroit et quelques manuscrits sous vitrine. Ce que cela apporte à mon lien avec Flaubert, je ne sais pas. Cela établit seulement que l'origine bourgeoise et la fonction de notable du père de Flaubert, dont le frère aîné a pris la suite, a eu le premier rôle dans le fait que ces lieux soient conservés. À l'opposé, cette lettre écrite au retour de l'enterrement de sa sœur. C'est pour cela qu'il élèvera la nièce qui portera le même prénom, Caroline. La mère est morte en couche, parce que la fosse avait été creusée trop court pour la jeune fille de 22 ans. Un croque-mort avait donné des coups de pied sur le cercueil pour qu'il s'enfonce. Est-ce que ce n'est pas un effet de réel et de traversée du temps aussi fort que le pavillon gueuloir dans la banlieue de Croisset? 14. La bourgeoisie et la fortune comme condition de la maison d'écrivain, contribuant à une distorsion du paysage qu'on a alors intérieurement à reconstruire. Il n'y a pas, il n'y aura jamais de maison Francis Ponge, fils bègue d'un employé de banque que son patron force régulièrement à changer de ville. Mais il restera le verre d'eau. 4 mois de notes sur un verre d'eau pour une conférence en 1947 en Tunisie. La maison de Ponge, ses phrases sur le verre d'eau. Mais il restera les œillets qu'en 1942, lui le résistant, avec une fausse attestation d'agent d'assurance, bègue mais capable de mémoriser les lieux de parachutage, les atterrissages pour exfiltration. Dans un appartement clandestin à Roanne, il n'a le droit de voir que la nuit. Parallèlement à Ponge, Henri Michaud, même âge, même année, existe encore, parce que Michel Fan Kim est décédé il y a peu d'années, cet appartement qui recèle les archives Henri Michaud. Je n'en sais rien en fait. Ce qui est important pour moi, c'est que lui, il écrivait une journée par semaine, une journée qu'il appelait son jour de silence, sans téléphone, ni visite, dans une pièce nue, avec juste une table, un tabouret et un broyeur à papier. De quoi boire, mais sans manger. Il n'y a pas si longtemps, parce que Bernard Noël avait demandé à Michel Fan Kim « Mais tu en as fait quoi des cendres de Michaud ?» Elle lui avait répondu « Oh, mais je les ai toujours là, dans le placard de la cuisine. » Cas d'école similaire qu'aura été de dissocier le mur d'André Breton de son ancien appartement, rue Fontaine. J'aurais plutôt préféré qu'on sauve ces bistrots qui étaient les leurs aux surréalistes, plutôt que ce qu'ils sont devenus.
Ponge, Michaud, Breton. C'est l'impossibilité de maisons d'écrivains qui nous relient à leur lieu d'écriture. 15. Inventaire de tous mes amis auteurs, ceux de mon âge, ceux plus jeunes, et où ils habitent, mais franchement, duquel on pourrait se prévaloir pour solliciter des subventions publiques ou des mécènes privés pour que nos univers de travail soient érigés en maisons d'écrivains. Maisons d'écrivains, c'était pour ceux d'avant, vous pensez ? 16. Ma propre maison d'écrivain. Ces derniers mois, les touches du clavier de mon ordi qui tombent comme des fois mes propres dents. Pensez, il allait avoir 4 ans d'usage, cet ordi. Et pour la vidéo, je voulais un peu plus de puissance. Commande en ligne, 48 heures. Plus tard, réception d'un tout nouveau, celui sur lequel ce matin je compose, pour la première fois sur cette machine, ce texte-ci. Je déballe, je branche un petit disque dur, Time Machine, puis bon, disons encore 2 bonnes heures de réglage de détails. Toute mon activité a été transférée là. Premier ordinateur en 1988. 30 ans de travail qui sont ainsi passés de machine à machine. J'ai des archives conséquentes, un disque dur avec 120 000 photos numériques depuis fin 2002 et son miroir de sauvegarde. Un disque dur avec 3 téraoctets rassemblant les quelques 1700 vidéos que j'ai pu installer sur mon site depuis 2009. Et je considère ça comme un de mes livres. Plusieurs bibliothèques ou centres de recherche m'ont acheté une copie. Merci. Mais toute mon écriture, tous mes livres, articles, revues, notes, brouillons, variations, courriers, qu'est-ce que ça représente ? 200 mégaoctets ? Et si on me vole mon ordi, ou si tout crame un jour chez moi, non, je ne le demande pas. Tout est dans le nuage via mon abonnement Dropbox. Et je peux même accéder de n'importe où, avec mon téléphone, à l'ensemble de ces fichiers. Par contre, si je ne renouvelais pas mon abonnement Dropbox, quand même 130 € par an, fini la réplique nuage. Je considère mon site internet, créé en 1997, donc bientôt un quart de siècle d'âge, et plein de couches fossiles, comme mon livre principal, à preuve qu'il dispose même d'un ISSN attribué par la BNF. Je rémunère OVH à Roubaix, premier fournisseur français, pour en assurer le service. Bien sûr, je suppose qu'il y a une copie matérielle sur telle de leurs branches serveurs, des fermes de plusieurs milliers de serveurs. Mais tout comme le livre en impression à la demande se matérialise parce qu'un lecteur l'appelle et s'en saisit quelques jours plus tard dans sa boîte à lettres, mon site ou telle partie de mon site se réplique instantanément dans telle partie du nuage en fonction de qui émet une requête ou le sollicite. J'ai posé la question au grand patron d'OVH via Twitter. Puisque les revenus versés par Amazon sur la vente de mes livres sont automatiquement transférés sur mon compte PayPal et que les factures OVH en sont automatiquement débitées, mon site restera en ligne au moins 10 ans après mon décès sans que personne s'en soit aperçu, pourvu que quelques livres continuent d'être vendus. Est-ce qu'on pourrait concevoir une sorte d'assurance, payée là maintenant tout de suite, qui garantirait à notre maison virtuelle une disponibilité web, au moins passive, pendant une période à définir après décès. Juridiquement, il n'y a pas de solution pour l'instant. Avec quelques amis, nous entretenons comme nous pouvons les sites de plusieurs amis morts. Ce n'est pas une solution durable. Faire une maison pour la survie des écrivains web morts, qui l'hébergerait ? Elle serait dans le nuage. 17. Proposition très sérieuse. Lancer un financement participatif, acheter un immeuble parisien, mettre au-dessus de l'entrée une grande enseigne, la vie mode d'emploi, et dans chaque appartement qu'on aurait le droit de visiter, de la cave au grenier, la reconstitution exacte du lieu tel que décrit dans la vie mode d'emploi. Dans une pièce qui ne serait pas indiquée, et seuls certains visiteurs auraient la chance d'en pousser la porte,
Un hologramme souriant, fumant cigarette sur cigarette de Georges Perec, occupé sur sa machine à écrire, à dactylographier la vie mode d'emploi. Ce descriptif, incluant la chambre avec l'auteur, sera par la suite intégré dans les rééditions du roman. Proposition pour une maison d'écrivains, Georges Perec. 18. De fameux bons moments dans les maisons d'écrivains. Dans la grange de Saché, lire Le Lys dans la vallée. Et quand on décrit le surgissement du château de Madame de Morsauf, on ouvre le ventail de bois et il apparaît tel que dans la description qu'on est en train de lire. À Ferney, j'ai lu une fois dans le salon même de Voltaire, en voyant le coucher de soleil éclairer le Mont Blanc à l'horizontale. Et je repensais au cœur momifié de Voltaire, léger comme une balle de ping-pong, conservé dans le socle de sa statue dans la vieille BNF, et qu'on sort une fois tous les 10 ans pour vérifier que tout va bien. Je l'ai vu. 19. Où ce dimanche, dans la maison de la tante Léonie à Illiers, qui s'intitule maintenant Illiers-Combray, le livre ayant donné son nom au village. Parce que le bus promenant du côté de chez Swann, les invités du colloque avaient pris du retard, être seul à 2 dans chambre et grenier, toute une moitié d'après-midi. La maison a été transformée en musée vers 1954. Alors tout, les interrupteurs, les prises, la boule de faux cristal sur la rampe d'escalier, les poignées de porte, les plaintes sur le parquet. C'est comme chez mes grands-parents dans les années 50 aussi. Parce que je recule 50 ans en arrière, l'écluse intérieure s'ouvre avec la recherche du temps perdu, parce qu'elle dissèque le principe même de ces voyages temporels par le sensible. Aujourd'hui, il paraît qu'on la rénove, la maison de la tante Léonie, entre autres parce que l'électricité n'y est plus aux normes. Mais justement, et puis qu'on va y placer un ascenseur cause accès handicap, et c'est justifié. J'espère juste qu'il sera à manivelle, comme dans le grand hôtel de Cabourg. 20. Est-ce que ce sont des questions d'héritage ? Dans ma piole ou bureau, 3 mètres en longueur, 2 mètres en largeur, des objets qui participent du plus symbolique de mon histoire familiale. Le pied à coulisses de mon père, même si je n'ai plus vraiment besoin d'un pied à coulisses. Un Kodak à souffler de mon grand-père, même si je ne saurais pas placer une pellicule dedans. Nos propres objets ne sont plus conçus pour durer. Leur principe. Quelle belle maison d'écrivain que l'œuvre entière de l'écrivain de Mayenne, Jean-Loup Trassard, qui toute sa vie s'est acharné à vivre dans la maison familiale et en faire le thème de ses livres. Et de s'annuler progressivement, non pas même par l'obsolescence programmée des objets qui nous enferment, mais par l'automatisation qui les miniaturise, par exemple dans ce qu'on nommait autrefois nos téléphones, appareils à photographier, appareils à écouter de la musique, appareils à écrire, à scanner. Pourquoi je n'arrive pas à me séparer de mes vieux ordinateurs et que je les garde là, à côté, dans le garage, alors qu'ils ne serviront plus jamais? Objet muséal ? Certainement pas, du pauvre plastique. Les penseurs qui nous aident le plus, au fond, à penser et s'approprier ces secousses telluriques lentes dans l'ordre humain du monde se révèlent eux aussi avec retard, avec lenteur. Au cimetière Montparnasse, de l'herbe sur la tombe de Tristan Tzara, des stylos-billes sur celle de Marguerite Duras, mais les tombes à succès, c'est le chanteur Gainsbourg, c'est le philosophe Sartre. Mais où sont les tombes ? Où sont les maisons de ceux qui comptent le plus ? Du Poitevin Gilbert Simondon, ou de Wilhelm Flusser qui longtemps a habité Pertuis dans le Vaucluse. La matérialité de ma maison d'écrivain, c'est que pour leur dire progressivement au revoir, je raconte ici, dans ces vidéos hébergées par YouTube, propriété de Google, leur histoire particulière. Que ma mère ait récupéré la petite loupe qu'utilisait son propre père, mon grand-père, pour lire, et que moi, je l'ai trouvée dans le tiroir de sa table de nuit alors qu'avec mon frère, nous vidions son propre appartement, ne fait pas de cette petite loupe en étui de cuir écaillé un objet muséal, transmissible.
Pour qui vaudrait-il, sinon pour moi? 21. Ou d'imaginer les maisons d'écrivains pour les plus singuliers que je révère. Daniel Colobert, suicidé en 1978, le jour de ses 38 ans. Enterré à Rosporden, en Bretagne. Bernard-Marie Coltès, qui a toujours fui le Metz catholique qui l'honore. Ce qu'il dit des hammams et des films de kung-fu à Pigalle. Qui sauverait ce monde et pourquoi? Ou Paul Vallée, de son vrai nom Georges Schwartz, qui avait choisi ce pseudonyme pour être totalement transparent, sûr qu'il y a réussi. Il n'y a pas de maison Paul Vallée, ni Georges Schwartz, médecin de quartier à Vitry. Artaud, qui a toujours vécu à l'hôtel et sans affaires personnelles. Est-ce qu'il faudrait inventer une maison des écrivains sans maison? On ne manque pas d'usines inoccupées ou promises à la démolition pour le faire. D'ailleurs, la tendance à vouloir faire des musées de chaque usine abandonnée offre bien quelques parallèles avec les maisons d'écrivains. Le goût de notre société finissante de se transformer en mémoire d'elle-même. Est-ce qu'il n'y a pas ici un plafond de verre? Inventaire de toutes les pétitions ayant circulé en 10 ans pour la sauvegarde de telle maison d'écrivains, de telle maison d'artistes. Au-dessus du bleu de la Méditerranée, les fondations des grandes villas des banquiers ou des pharmaciens ont moins de peine, elles, à se financer. Quelle est la maison d'Artaud, sinon tout atelier d'écriture qui rassemble patients, soignants, intervenants dans un établissement psychiatrique d'aujourd'hui, quand on les recommence, cet atelier? 22. Plaisir, gloire et simplicité du numérique. Pour moins de 1000 balles, on a un petit appareil autofocus avec prise de micro extérieur. Le micro lui-même, un pied. Le logiciel de montage, c'est gratuit, il y en a sur tous les ordis. Ou rien qu'avec un téléphone. Mais est-ce qu'il ne serait pas temps de briser la com, casser les communicants, vider les prestataires d'usines à gaz? Pourquoi pas faire ensemble un petit stage de 2 jours sur comment le faire, le YouTube de votre fédération des maisons d'écrivains, et que vous-même vous alimenteriez au jour le jour. On commence à le voir sur Instagram. Au lieu de ça, sur les sites de maisons d'écrivains, ça ressemble à des extraits de reportages télé avec tous les codes de la représentation standardisée. On arrête quand? On s'y met quand? 23. Je n'ai pas de conclusion ni de recommandation. Je n'ai pas d'aspiration à mémoire matérielle pour ce qui est de ma génération. Et nous apprenons à penser cette transition sans gloriole ni défi. La notion même de maison est assortie d'une temporalité précise. L'été dernier, sur la côte nord du Québec, dans les territoires Innu, je découvrais combien il y a d'urgent à apprendre pour nous, mais aussi pour notre travail du rêve, ou l'urgence d'un rapport renouvelé à la nature, à ces civilisations qui se sont propagées jusqu'à notre temps contemporain, sans concept de propriété, apportés par ceux, les miens, les nôtres, venus de l'autre côté de l'Atlantique, pour les spolier. Nous sommes d'une autre sorte de passants que ceux qui se sont installés dans la littérature en ayant propriété, château, maison. 24. La question de l'archive est dissociée de cette mémoire sensible que cultivent avec bonheur, amour aussi, les actuelles maisons d'écrivains. Les fleurs et le jardin chez Ronsard à Saint-Côme, mais c'est l'histoire urbaine de l'ancienne île qui est encore plus fascinante sur le fond sonore, toujours tremblant de la rocade. Ou la vigne, récemment replantée à la Devinière, dont on ne saura jamais si Rabelais, mis au couvent à 14 ans au Baumette d'Angers, y est jamais revenu de sa vie. Il y a pourtant cette belle phrase dans Rabelais, qui pour la première fois dans notre littérature installe une matérialité de l'écriture. Qu'il n'est-elle de faucher en été, en cave bien garnie de papier et d'encre et de plumes et de ganivet de lion, sur le Rhône tarabin-taraba. Ce ganivet, le canif a épointé les plumes et coupé le papier, prouvant que l'écriture en tant que technologie n'est pas un concept neuf. La robe de Rabelais, conservée à la faculté de médecine de Montpellier, a été renouvelée 4 fois depuis le XVIIe siècle. Mais originale, la facture du pendu
5 livres, 5 sols, qu'il dut conserver dans de la glace de l'égoile avec du feutre et de l'huile. Il parle aussi de la conservation urbaine de la glace, qu'il utilisa pour les 4 mois de son cours d'anatomie, lui qui avait été reçu bachelier en médecine 3 semaines après son arrivée à Montpellier. Forcément, il s'agissait de traduction. Et si la haute mémoire de Rabelais était dans l'archive évidemment impossible de cette suite de cours d'anatomie prononcés oralement sur un pendu tout cet hiver-là. Et quelle joie en retour, j'en ai profité, quand on nous ouvre la devinière pour nos expériences d'aujourd'hui. 25 derniers. Nous souffrirons toujours, deuil impossible, de ces traces mémorielles qu'il serait possible de traverser, et on ne le peut plus. Le petit château de Talmand-des-Réaux, près de Saumur, où on vous montrait sous un escalier le recoin où furent retrouvées ces historiettes, et qu'on repartait avec 2 ou 3 pots de la confiture faite par le propriétaire. Aujourd'hui, racheté par des Russes. Fini l'accès à Talmand-des-Réaux. Le nuage mémoriel, sensible et matériel, dont on cherche à lester toujours l'impalpable de notre rapport à une œuvre, qu'elle soit littéraire, La maison impossible de Baudelaire, ou picturale, les éternels nénuphars de Giverny n'ont que faire de Monet, mais pas nous. Voire simplement humaine, botaniste, géologue, observateur, découvreur. La maison de Jean-Henri Fabre. Et pourtant, quelle magie haute son livre. Peut-elle être considérée comme maison d'écrivain? Combien cela pèse dans le changement de paradigme qu'est l'accessibilité générale de la bibliothèque, son accès à distance, la constitution d'autres partages dont les traces fonctionnent à leur tour comme écosystème. La question de l'archive n'est pas la tâche première des lieux sensibles que sont ces écosystèmes matériels qui nous aident à penser le contexte de la fabrique de l'œuvre lorsqu'elle compte. Je me suis toujours refusé à aller visiter cette chambre qu'une banque continue d'entretenir au milieu de ses étages de bureaux, parce qu'elle était celle de Proust. Je ne crois pas en avoir besoin, mais je n'en serai jamais sûr non plus. Il m'arrive toujours, au 32 rue du Faubourg Montmartre, d'entrer dans la cour pour me recueillir devant la trace blanche de la plaque volée qui disait qu'ici avait vécu Isidore Ducasse, comte de Lautréamont. Nous avançons dans notre travail, notre tâche dans le désarroi et la violence du monde, le déni porté à la littérature même, dans l'idée que, et si on n'en avait pas besoin de maison, que ce risque est notre chance, justement, pour continuer d'aller. Et cela en fait a peu à voir avec nos outils numériques, même s'ils en sont devenus la chance et la matérialité neuve, dans le risque même de cesser avec nous. La maison, c'est le maintenant, et la récompense, ou la compensation, se partage par le nuage. Et ce sera toujours, finalement, mon interrogation, ce statut de note, c'est le dialogue qu'on installe, qu'on pousse là dans la solitude jusqu'au moment où il devient dialogue parce qu'on y est dans le moment de la conf. Et qu'il se passe quelque chose parce qu'on reçoit autant qu'on amène. Et ça, je ne le saurais pas, puisque, heureusement, ou en compensation, c'est juste ici, par vous qui avez écouté, que le texte finira ainsi sans réponse.